Attention, les opinions que vous allez entendre dans ce podcast sont le fruit d'une intense réflexion, mais d'absolument aucune recherche concrète, comme toute émission de débat divertissement qui se respecte. Si vous pensez que Mythe l'imitator, c'est probablement vrai. Si vous voulez vous en plaindre, je suis sûr que vous savez déjà comment vous y prendre. Tut tut, les rageux. Salut tout le monde et bienvenue dans Hot Takes et Slow Burn, le podcast qui distille les cerveaux et rince les opinions. Je suis Nick Lamid, j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai que ça à foutre, et pour cette émission je suis rejoint par Maëlo. Salut Maëlo. Salut. Alors Maëlo, tu es la moitié de C'était mieux dans le livre, un podcast cinéma, une émission de Studio Carpentier. Oui, tout à fait. Où on parle de livres, comme son nom l'indique. Mais enfin aussi de cinéma, du coup. Enfin voilà, je sais pas, tu veux que je présente le podcast Est-ce que toi tu veux présenter le podcast? Ouais, bien sûr, toujours. On veut grave ramener des auditoristes chez nous. C'était mieux dans le livre, c'est un podcast qui parle des adaptations cinématographiques en les mettant en comparaison avec leur œuvre originale. Donc typiquement, on parle de Twilight, mais on parle aussi de Petit Pays, on parle de Astérix et Obélix, et j'en passe, et des meilleurs. Voilà. En gros. Et ça étant très très loin, qu'est-ce que c'est un livre? Et ça étant très très loin, qu'est-ce que c'est une adaptation? Puisque One Piece en série Netflix, tu vas avoir des éditorialistes au Figaro qui vont te dire que l'un c'est pas un livre et l'autre c'est pas un film. Donc Oui, c'est vrai. Mais disons que l'origine story du podcast, c'est vraiment juste le fait qu'à la base j'écris des histoires, c'est mon travail. Je suis scénariste et narrative designer. Et j'aime beaucoup observer comment on va adapter une même histoire, un même récit selon son médium. Donc voilà, donc c'est pareil beaucoup plus sérieux dit comme ça. Mais donc là on a voulu le faire de façon un peu drôle aussi. Et parce qu'on était fan de podcasts cinéma à la base. Voilà. Très bien, très bien. En tout cas, c'est pas seulement pour être corporate. Hein. Moi j'aime beaucoup l'émission, je vous recommande d'y jeter une oreille. Merci. Et donc, c'est la moindre des choses. Et écoute, ça va presque être un épisode de C'était mieux dans le livre, ce qu'on va faire dans ce Hot Takes et Slow Burn, puisqu'on va parler d'un manga, on va parler d'un manga qui est devenu un petit peu une espèce d'icône de pop culture en une vingtaine d'années, dont le concept a largement dépassé son œuvre. On va parler de Death Note, de Tsugumi Ohba et Takeshi Obata. Donc avec une parution originale entre 2003 et 2006 sous forme de manga, et puis une adaptation en animé en 37 épisodes entre octobre 2006 et juin 2007. Mais est-ce qu'on va avoir le droit de parler du film Netflix, du live action? Alors, vu que ma hot take parle spécifiquement de la fin de l'histoire qui est dans le manga et dans l'animé, ce serait pas pertinent avec ce que j'ai à dire, et en plus ça empiéterait sur tes plates-bandes si jamais avec Simon vous vouliez Mince. Mais non, très bien, ça marche. Non, Siméon, si tu écoutes, il va falloir que tu bosses quand même, hein, si j'avais oublié ça. Et donc toi t'as quoi comme rapport avec Death Note? Mon rapport avec Death Note, c'est que c'est probablement un des premiers mangas sérieux que j'ai lu quand je lisais des mangas beaucoup, quand j'étais jeune, parce que maintenant je suis une vieille personne, bien sûr. Et il faut savoir que je n'ai jamais lu en entier la série papier, enfin le manga papier. Donc je sais quelle est la fin, et je sais que je sais qu'il y a une différence de traitement de la fin, justement. Mais le manga papier m'a vite saoulé parce que c'est quand même très très bavard comme série. Et j'ai regardé tout l'animé
l'année dernière. Voilà, je me suis fait l'intégrale. Et j'avoue, non sans mal, parce qu'au bout d'un moment, franchement, j'en pouvais plus. Je pourrais évoquer à quel moment j'ai commencé à saturer, mais on va en parler. On va en parler. Mais il y a vraiment un moment où j'étais en mode là, il faut s'arrêter, il faut que ça s'arrête, faut achever faut que arrêter tout quoi. Voilà. Ah ouais, bah c'est. Je pense que c'est une opinion assez largement répandue que il y a un moment où on se dit bon bah c'est fini là non et puis ça continue ah bon ok d'accord. Bien sûr bah, pourtant c'est fini non. Mais en soi c'est une belle leçon scénaristique sur comment essayer de maintenir le souffle à tout prix en ramenant vraiment des gens. Et non, vous pensiez que c'était terminé, mais non en fait. Ouais bah il y a une ce qui est intéressant c'est que il y a on pourra en donner plus de détails après et c'est pas on parlera plus tard de clichés de podcast, on va vraiment en reparler après. Mais il y a presque alors que c'est pas du tout une œuvre d'action, c'est pas un manga d'action, c'est pas un animé d'action. Il y a une logique de shonen un petit peu dans l'accumulation de nouveaux personnages, sauf que au lieu d'être de plus en plus forts, bah ils sont de plus en plus malins ou de plus en plus imprévisibles quoi, mais il y a un peu cette logique de bah non en fait le vrai méchant c'était lui haha. Et puis en fait pas du tout et ouais il y a un moment on en a marre, surtout que bah c'est enfin il y a aussi un côté on se dit ça se vendait comme des petits pains et l'éditeur il a dit il voulait pas que ça s'arrête, enfin c'est vraiment l'impression que ça donne quoi. Mais j'ai l'impression donc, ça me fait penser je sais pas si tu as lu Bakuman qui est donc Bakuman c'est une autre série du même duo et ça raconte l'histoire de deux lycéens qui s'associent, donc un scénariste et un dessinateur qui s'associent pour devenir mangaka, exactement comme le duo qui a réalisé Death Note. Et donc ça raconte vraiment les coulisses de l'édition de manga et donc tout ce process de comment tu passes par l'édition en hebdomadaire avant d'avoir ta série animée, etc. Et c'est assez intéressant. Et je pense que c'est quand même en partie autobiographique. Enfin, en tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de personnages dans Bakuman qui sont inspirés de vrais mangaka, mais de façon très, voilà. Mais du coup, on retrouve un peu des questionnements qui se sont posés sur l'écriture de Death Note, notamment. Et du coup, c'est assez intéressant. Est-ce que finalement, Bakuman, ce serait pas le The Fablemans de Tsugumi Ohba? Le Fable, là tu dis des références. C'est le film de Spielberg où il raconte sa propre vie. Ah oui. Ah bah oui, ça se trouve hein. C'est un peu, je pense que c'est la même chose. Ok. Donc si ça te va, on va parler un petit peu de ce qui se passe dans Death Note. Bon, on va pas tout raconter, il y a des résumés parce que pour une fois j'ai préparé l'épisode mais les résumés que j'ai trouvés sur internet seront mieux que ce que moi je peux faire, donc on va vraiment aller à l'essentiel, on va pas aller dans tous les petits détails. Donc le début de Death Note, et je pense que c'est assez intéressant parce que on peut avoir une mauvaise interprétation du manga dès le début, enfin en tout cas je trouve, parce que le personnage point de vue est beaucoup plus important que ce qu'il en a l'air. Le personnage point de vue, c'est pas un humain. C'est un Shinigami, une créature surnaturelle qui vit en dehors de la réalité, qui s'appelle Ryuk, et qui, contrairement aux autres Shinigami qui se contentent d'exister dans l'au-delà et d'absorber l'énergie vitale des humains, Ryuk, il s'ennuie beaucoup. Il est très motivé à l'idée de trouver quelque chose qui va apaiser son ennui. Et donc il va comme un blogueur BD des années 2000 observer le petit théâtre de la vie des humains et il se dit si je prenais notre outil qui sert à extraire notre énergie vitale, le Death Note, un petit cahier qui quand on écrit le nom de quelqu'un le fait mourir, si on en donnait un à un humain, qu'est-ce qui se passerait?
Et donc, il va laisser un Death Note sur Terre, et c'est un lycéen qui s'appelle Light Yagami qui va le trouver. Et Le problème, c'est que Light Yagami, c'est un énorme sociopathe, quoi. Quand même. Il fallait que ça tombe sur lui. il fallait que ça tombe sur lui. Light Yagami a la particularité d'être un lycéen surdoué, hyper intelligent, et surtout animé d'un sens de la justice bien à lui, on va dire. Et au début, il va expérimenter avec le Death Note, et après, il va vraiment s'en donner il va vraiment le prendre comme ok, c'est mon signe, c'est mon moment pour devenir quelqu'un et rendre le monde meilleur, quoi. Vraiment, il est convaincu qu'il a de bonnes intentions, et son but du coup va être d'éliminer absolument tous les criminels sur Terre, quoi. Globalement, hein. C'est à peu près ce qui se passe. Oui, il va avoir accès, même son père est commissaire de police, donc il va avoir accès à des données confidentielles de la police pour avoir plus d'informations sur les criminels et pouvoir en tuer plus. En plus, le Death Note, il y a quand on écrit le nom de quelqu'un, par défaut, la personne meurt d'une crise cardiaque, mais en fait, on peut écrire plus et contrôler comme une marionnette la personne qui s'apprête à mourir dans les 60 dernières secondes de sa vie. Donc, il va effectivement se mettre à balancer tous les noms de criminels qu'il peut trouver pour se débarrasser d'un maximum de criminels, ce qui va finir par attirer l'attention de la police finalement, logiquement. Oui, parce que ça devient un peu chelou quand même. Un peu chelou, quoi. Il y a la peine de mort au Japon, mais pas comme ça Zinedine. Non, et donc très vite une équipe spéciale de police va être mise en place pour spécifiquement trouver ce mystérieux tueur qui se fait appeler Kira, avec les deux katakana Ki et Ra qui écrivent le mot killer mais en japonais. Et bon, alors il y a des histoires de voilà, il tue des policiers, machin. Les policiers se disent oh non, finalement j'ai pas envie, il reste que 5 membres dans la task force. Bon, ça c'est pas la partie la plus intéressante, c'est plus pour mettre en avant le fait que Kira est très intelligent, très méthodique, machin. On pourra en reparler plus tard. À la limite, ce qui est intéressant, c'est de dire qu'il y a quand même il a un antagoniste ou du coup une némésis en la personne de Elle. Ouais, mais justement, Elle n'arrive pas tout de suite. Ouais, il arrive quand même. Il est déjà là quand ils montent la task force. Il arrive assez vite, hein, Elle quand même, il me semble. Oui, il arrive vite, mais il y a un tout petit moment où c'est une grosse task force. Ouais. Et puis tout le monde démissionne et ils sont juste 5 avec Elle, quoi. Oui, mais Elle est déjà arrivée à ce moment-là. Mais c'est juste qu'il dit après, moi je vais continuer et qui même me suivent et advienne que pourra. Et donc c'est là que vraiment l'histoire prend son élan et la partie la plus populaire de Death Note, je pense que c'est vraiment cette partie-là, parce qu'en plus, je sais pas toi, mais personnellement c'est la partie que je préfère. C'est vraiment toute la partie où Elle va se rapprocher de Light Yagami et que il va y avoir cette espèce de double jeu d'esprit avec vraiment des plans très compliqués qui se mettent en place d'un côté comme de l'autre. Ils essayent d'anticiper les anticipations que l'autre va avoir, puisque les enjeux sont énormes, hein. Si Light se fait gauler comme étant Kira avant d'avoir pu trouver le nom de Elle, ben, il va se faire arrêter par la police et il pourra plus rien faire. Si Elle n'est pas assez prudent sur son identité et que il donne son vrai nom à Kira, qu'il soupçonne d'être Light mais il est pas sûr, et que Kira le tue, bah c'est pareil, il pourra pas mener l'enquête. Et comme ils sont plus que 5, que tout le monde a démissionné et que c'est un petit peu le dernier rempart de la société civile contre Kira, ce serait une victoire totale et définitive de Kira si jamais il venait à tuer Elle. En tout cas, dans les premiers tomes. En tout cas, c'est ce qu'ils veulent nous faire croire, oui. C'est ce qu'ils veulent nous faire croire. Et donc ouais, cette partie, elle est sympa. Ouais. Ils vont au lycée tous les deux. Ils vont à la fac quand même. Ils vont à la fac dans l'animé. Oui. Ça c'est plus. Ils sont que au lycée. C'est des lycéens dans. Mais parce que dans le
pour moi, la temporalité était quand même la même, où le manga commençait vraiment sur la fin du lycée et il retrouvait elle à la fac. Mais... Non, parce que enfin, il tue tout le monde en préparant ses examens. Ok. Donc, alors un truc qu'ils peuvent avoir fait, c'est canoniquement le manga se passe en 2004. Ouais. Et l'anime se passe en 2006. Si les personnages ont la même année de naissance dans les deux, du coup c'est décalé de 2 ans dans l'anime et ça se passe à la fac. Ça c'est une possibilité. Okay. D'accord. J'avais pas. J'ai moins le manga en tête, hein, donc tu m'excuseras. Oh c'est pas un problème, t'inquiète pas. Que la série. Mais alors moi sur la partie que je préfère, j'aime beaucoup le début quand même. J'aime beaucoup en fait la création de Kira, quand Light vraiment commence à prendre un peu pleine possession de ses pouvoirs entre guillemets, parce que en vrai c'est juste les pouvoirs du cahier, mais quand vraiment il commence à construire son idéologie un petit peu, et je trouve que les premiers stratagèmes de elle pour comprendre qui est Kira, je les trouve un peu plus malins que ce qui va arriver par la suite, parce que du coup, comme dit, ça va être un empilement en fait après de stratagèmes et d'expérience et en fait je ne t'avais pas dit que je savais que tu allais faire ça, et oui mais en fait je savais que tu savais que et donc au bout d'un moment ça devient un petit peu too much. Et donc je dirais que moi le début du manga jusqu'à une certaine au moment un peu après qu'ils aient commencé vraiment à se rapprocher, elle et Light, je trouve que là c'est très intéressant, mais au bout d'un moment ça commence à s'essouffler et ça en souffre un peu quoi, scénaristiquement. Oui, je suis d'accord. Après, un autre truc à propos de elle, et je pense que c'est intéressant d'en parler parce que ce sera important pour parler d'autres personnages après. Est-ce que elle, c'est une représentation est-ce que c'est une représentation offensante de personnes neurodivergentes ou pas? Je sais pas si c'est offensant, parce que je pense qu'il y a énormément de gens qui s'identifient à elle. Je pense qu'il y a beaucoup. Alors, moi je dirais même plus loin, de personnes neurodivergentes et queer, parce que quand même, pour moi, si j'aime beaucoup le rapprochement entre elle et Light, c'est parce qu'il y a aussi un enjeu, je pense, il y a plus de tension homo-érotique entre eux. Mais en plus, oui, clairement, elle, c'est un personnage marginal dans sa société. Mais ouais, je sais pas, toi, tu trouves ça offensant? Bah, tout seul, non. Mais avec les personnages qui viennent après, tu commences à te dire, ok, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Elle tout seul, j'aurais rien dit, tu vois. Mais avec Nier et Melo qui arrivent après, là, c'est un peu plus, t'as quelque chose à nous dire, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, parce que pour moi, Nier et Melo, ils sont pas forcément neurodivergents, ils sont juste, ils ont été élevés dans une école de surdoués HPI, on leur a dit qu'ils étaient des zèbres, tu vois. Tu sais, c'est les gens qui vont sur les forums de zèbres en disant, est-ce que tu as ton diagnostic de haut potentiel? Et voilà, quoi. Ah oui, alors que pour moi, il aime vraiment les gens aussi, c'est ça la différence. C'est juste qu'il le dit différemment. Oui, non, mais de toute façon, oui, elle, c'est un personnage bien écrit. Nier et Melo, ce sont pas des personnages bien écrits. Oui, oui, on peut le résumer comme ça aussi. On peut le résumer comme ça. Mais non, mais c'est parce que tu vois, elle, il a son truc où il s'assoit bizarrement, il est tout le temps voûté, il mange que des gâteaux. Après, t'as Nier, il est tout le temps en train de jouer avec ses petits trains en plastique là. Ouais. Ouais, mais je suis d'accord qu'à la limite, je trouve ça plus offensant quand ça vient de Nier ou Melo, parce que ils ont rajouté justement ce truc un peu manque d'empathie vis-à-vis des autres. Et en plus, ces deux personnages qui du coup arrivent plus tard et qui eux ont un peu un enjeu de nous on veut capturer Kira pour le challenge, alors que elle, il a des intentions qui sont vraiment de je veux capturer Kira parce qu'en fait ce n'est pas comme ça qu'on fait la justice quoi, et que c'est un serial killer et juste moi mon travail c'est de capturer les serial killers. Oui, tout à fait. Mais du coup ouais, c'est clair. Non, je suis d'accord que c'est mieux écrit, et puis tu parlais de la tension homo-érotique, c'est vrai que il y a quelque chose de cet ordre-là, et je dirais que tu verras si j'ai une bêtise, mais je dirais qu'elle est un petit peu inversée par rapport à la dynamique ordinaire
pop culture de Moriarty et Sherlock. Puisque on a l'impression que c'est plutôt Moriarty qui est amoureux de Sherlock, alors que là ce serait plutôt elle qui serait amoureuse de Kira, quoi. Mais Ouais, et en même temps, moi je trouve que des fois, je trouve que c'est une relation assez réciproque. Enfin, c'est... Tu sens que de toute façon, en fait, il commence à... Au bout d'un moment, c'est plus un enjeu de... Je trouve qu'il y a un moment dans la série où ça va au-delà de leur idéologie respective. Ça devient plus un truc d'obsession mutuelle, quoi. Oui, ça devient extrêmement personnel. Mais bon, Light, il est beaucoup plus hétéro-normé puisque il va manipuler Misa pour arriver à ses fins, et Misa, elle est vraiment matrixée par le fait que les tueurs de ses parents ont été tués par Kira, et du coup elle développe des sentiments extrêmement toxiques envers Light, et ça va lui coûter très cher, hein. Puisque quand Ryuk explique à Light qu'il peut échanger la moitié de son espérance de vie contre des yeux de Shinigami qui lui permettraient de connaître instantanément le nom des gens, il le fait pas. Par contre, il est très content de le faire à Misa. Il lui fait faire plusieurs fois, ouais. Ça, il lui fait faire 2 fois. Elle sacrifie les 3/4 de son espérance de vie, du coup, pour un con. Pour un psychopathe qui en a rien à foutre d'elle. Vraiment les bonnes ambiances, hein. C'est super bonne ambiance, Death Note, hein. Oui, c'est clairement en termes de traitement des femmes, ça pour le coup, c'est vraiment... Enfin, et en plus, moi pour le coup, à la limite, c'est ça que je trouve offensant, c'est que il y a des personnages féminins qui sont très intéressants, mais qui ont tous des destins vraiment... Enfin... Elles sont très vite tuées de façon humiliante, c'est souvent à cause en plus de leur amour pour un homme. Il y a quand même un truc... Misa, elle est quand même assez ridicule aussi. Elle est quand même pas elle est pas présentée, elle est pas écrite comme un personnage très intelligent. Mais je me souviens je ne sais plus comment elle s'appelle, tu sais, la compagne du mec de l'agent de la CIA, ou du FBI. Non, c'est le FBI, hein, maman, qui cherche... C'est le FBI qui cherche Kira, mais alors après, tous les noms... Ouais, voilà, mais bon, en tout cas, il y a un moment, Light est surveillé par un agent du FBI, et il parvient à obtenir son nom et à le tuer. Et donc c'est la compagne de cet agent-là qui va se mettre en tête de commencer à chercher Kira, et elle est présentée comme une femme extrêmement intelligente parce qu'elle arrive, et en plus elle a certaines infos grâce à son ancien compagnon, et en fait elle arrive assez vite à identifier Light, et elle est quasi sûre que c'est lui, il me semble. Et ouais, en tout cas voilà, en tout cas elle se fait vraiment genre, on t'introduit un personnage hyper badass, hyper intelligent, où tu dis waouh, ça va être un ennemi de Light qui va être un bon challenge, et en fait elle se fait zigouiller très bêtement. Et voilà. Ouais, après je suis d'accord que il y a un caractère misogyne à tous ces développements là. Ensuite, est-ce que ce sont les auteurs qui sont misogynes plus ou moins à dessein, plus ou moins consciemment, ou est-ce qu'ils décrivent des personnages misogynes dans une société patriarcale, et que du coup ça tombe à plat, mais que c'est ça qu'il voulait dire. Parce que tu vois, le parallèle que je ferais, c'est avec Breaking Bad à la fin, quand Walter White, il a été plus malin et il a triomphé de l'intégralité de tous les criminels latinos sur qui il est tombé, y compris des gens présentés comme extrêmement méthodiques et intelligents, et qui étaient vraiment des barons de la drogue ultra puissants, machin. Et par contre, il se fait piéger et il se fait avoir par des white trash qui sont présentés comme limite dégénérés, quoi. C'est quasiment la colline des yeux, les gars. Et là il se fait avoir, quoi. Et tu peux pas t'empêcher de te demander, mais est-ce que Vince Gilligan, il se rend compte que c'est un peu raciste de faire ça comme ça? Oui, tu dis, est-ce que c'est intentionnel ou pas, quoi. Mais ouais, c'est ça. Mais ouais, je sais pas si c'est intentionnel, mais c'est le problème de la misogynie, c'est qu'elle est présente des fois, même si enfin. Oui, tout à fait. Non, mais ça, c'est sûr. Moi, donc, j'ai quand même le souvenir, je sais plus comment c'est dans le manga, mais quand même, Light, il y a un peu ce truc de tout le monde le trouve beau gosse, et effectivement, il manipule Misa, tu l'as dit, mais il y a d'autres femmes qu'il va manipuler. Il va même sortir, enfin, il sort avec plusieurs meufs, ou il fait semblant de sortir avec elles pour machin. Enfin. Il fait semblant de sortir avec plusieurs meufs, ouais.
Et à chaque fois, elles sont toutes sous son charme de ouf, alors que bon, enfin, c'est... Enfin, le mec, il est pas... Bon, après, nous, on voit ses pires travers, mais du coup, ça fait vraiment une représentation de femmes qui sont censées être intelligentes, mais qui sont quand même vraiment un peu cruches, parce qu'elles tombent dans le panneau d'un mec manipulateur. Enfin, et vraiment... Et c'est redondant, quoi, au bout d'un moment. Et c'est redondant, et en plus de ça... une fois de plus, est-ce que c'est intentionnel ou pas, mais bon, Light, il a des bonnes notes, il fait des plans, mais il est aussi par d'autres aspects complètement teubé, quoi. Je veux dire, le coût de la diffusion du faux L, qui est juste dans la région où il habite, et les horaires de lycée, où du coup, c'est cramé que c'est un lycéen qui habite là, bah, tu peux pas t'empêcher de te dire que, ouais, il a des bonnes notes, mais il est peut-être un peu con, quoi, quand même. Ouais, oui, en tout cas, c'est sûr qu'il a un gros ego. Je pense qu'il a plus d'ego que d'intelligence, hein. Enfin... Oui, mais c'est peut-être un commentaire sur les hommes qui peuvent fail up dans la société. Tu aimerais que ce soit... Ouais, c'est ça, c'est vrai. Mais bon. ça, je trouve que, en vrai, c'est une question intéressante. J'arrive pas à savoir encore aujourd'hui, et peut-être que la fin, justement, pourra nous le dire, mais j'arrive pas à savoir ce que les auteurs pensent vraiment du personnage de Light. Alors, avec la fin du manga, pour moi, c'est assez clair, mais Ouais. Oui, voilà, mais c'est ce que j'ai cru comprendre, parce que quand tu vois, enfin, il y a un peu ce truc où tu te dis, mais est-ce que vraiment vous voulez nous le présenter comme un méchant et on a envie qu'il perde et on a envie d'être content qu'il ait perdu? Et c'est intéressant, je trouve, ces personnages un peu de anti-héros où au bout d'un moment, enfin, au début, t'as pas envie qu'il se fasse avoir, et puis en fait, tu te demandes quand même, tu sais quand même éthiquement que c'est pas bien et que c'est moralement répréhensible et que du coup, il faut quand même qu'il se fasse arrêter. Mais sauf que il y a des moments où c'est un peu flou sur à quel point en fait est-ce qu'on est en train de dire que on veut vraiment pas qu'il se fasse arrêter ou pas. Enfin, alors moi je vous renverrai vers le très bon épisode du podcast Codex sur Skyler White qui parle justement de ça dans Breaking Bad avec le personnage à travers Skyler avec le personnage de Walter White où la question se pose aussi, quoi. Et il y a pas mal de ponts qu'on pourrait établir entre Death Note et Breaking Bad d'ailleurs, si on prend le Death Note comme une métaphore de l'empire de la drogue que Walter construit. Il y aurait beaucoup de choses à dire dans ce sens-là, ce serait hyper intéressant. C'est pas l'épisode qu'on est en train de tourner, donc on va pas en parler. On va pas en parler plus que ça. Mais donc voilà, il y a toute cette période du manga où moi je trouvais que c'était intéressant parce que non seulement il y a tout le côté jeu d'échecs mental, le plan, le contre-plan, j'avais anticipé, machin. D'ailleurs, une autre comparaison un petit peu foireuse, mais ce serait un épisode de Friends, je sais plus si c'est saison 5 ou saison 6, quand Chandler et Monica sont ensemble, mais ils veulent pas dire qu'ils sont ensemble. Et il y a tout cet épisode où Phoebe et Joey sont en mode on sait, mais eux ils savent pas qu'on sait, et ils se mettent et d'un côté Ross et Chandler et Monica, et de l'autre Joey et Phoebe, ils sont en mode ah oui, mais ils ne savent pas qu'on sait qu'ils savent. Et ouais, il y a un moment où ça devient un peu ça, Death Note aussi, quoi. Y compris dans cette période où il y a elle, mais on s'attache au personnage, on est impliqué dans la relation entre les personnages. Il y a cette tension homo-érotique dont tu parlais qui est intéressante à suivre aussi, parce que je veux dire, à partir du moment où t'as plus de 3 neurones qui se touchent et que t'es pas un bigot, les tensions romantiques, peu importe le genre des personnages qui sont impliqués, c'est toujours captivant à suivre, quoi. Oui, et puis c'est en vrai, ça reste des relations complexes, quoi, parce qu'il y a un truc ils sont pires ennemis et en même temps ils sont aussi probablement leur seul ami respectif, quoi. Enfin, seul ami entre grosses guillemets évidemment, mais ouais. Oui, ça touche au fait que ça arrive pas dans la vie de tous les jours parce que la vie de tous les jours n'a pas d'éléments surnaturels, mais les Shinigami ne s'emmerdent pas dans la vie de tous les jours. Ouais, c'est ça. Mais en plus, mais surtout avoir un ennemi juré, c'est une forme d'intimité. Il faut connaître quelqu'un sur le bout des doigts pour vraiment être son ennemi juré, quoi. Donc mais
c'est ce qui est très fort, je trouve, sur l'écriture de Elle et de Light, c'est que d'un côté, t'as vraiment ce truc de j'ai pas envie que Light se fasse attraper et en même temps je sais qu'il doit se faire attraper. Enfin, t'arrives à être du côté des deux personnages, quoi. Parce que t'aimes aussi tellement Elle que t'as aussi très envie qu'il arrive à attraper Kira. Et je trouve que du coup, il y a vraiment enfin, moi en tout cas, c'est comme ça que je ressens, quoi. Il y a un truc de, dans tous les cas, moi je suis content du moment que ça, c'est épique, quoi. Oui, voilà. L'histoire, elle est dans une bonne dynamique à ce moment-là. On est content. On est content. Le rythme est plutôt bien. À un moment, ça s'essouffle un peu et puis il se passe quelque chose de terrible. C'est que à l'issue d'un énième plan avec des Shinigami en plus qui interviennent, des Shinigami qui se sacrifient parce que Misa, il y a quand même 2 Shinigami qui meurent pour la sauver. Hein. Ouais. Bah, il lui faut bien ça quand même, vu ce qu'elle donne. franchement, mérité Misa, moi je me sacrifie pour toi. On stade Misa dans ce podcast. Ouais. Et ben, Light finit par trouver le vrai nom de elle, qui n'est pas Ryugo, hein, puisque ça c'était le nom d'une pop star que elle avait choisi exprès pour vérifier si la pop star allait mourir ou pas. Ah oui, c'est quand même vraiment. Et il est quand même un peu sociopathe aussi finalement, mais c'est vrai qu'il fait des trucs. Mais en plus, qui est. Alors là, mais j'ai trop de trucs à dire sur. C'est parce que de toute façon, enfin, tu l'auras compris, moi, c'est à partir du moment où elle meurt que. Ah oui, non, voilà. Oui, parce que voilà, pardon, je laisse Elle dire. meurt à la moitié de l'histoire. Voilà. Et on va le dire tout de suite, ça devient nul à chier. Voilà, c'est ça. Ça aurait dû être la fin de l'histoire en fait. Je vois pas pourquoi. Ça aurait dû être la fin de l'histoire et ça, pardon. Et ça devient nul à chier. Ouais. La deuxième moitié de Death Note, c'est n'importe quoi. Oui, mais c'est pour ça que moi j'ai arrêté le manga à cet endroit-là. Donc la vraie fin pour moi du manga Death Note, c'est quand elle meurt. Et après la série, j'ai continué jusqu'au bout parce qu'en fait tu dis quand même. En fait, le personnage de Light Yagami devient quand même tellement désagréable. Parce qu'en plus, moi, c'est ça que je regrette sur cette fin du personnage de Elle, c'est que... moi, j'aime pas quand t'écris bien un personnage comme ça et tu le tues mal. Genre, je trouve qu'il y a un personnage, il mérite d'être tué de façon respectueuse, quoi. Non pas que il doit pas mourir en souffrance ou en étant humilié ou quoi, mais il faut que ce soit un peu épique. Et là, il y a un truc, c'est que Light Yagami, c'est pas lui qui écrit le nom de Elle. Dans Death Note, dans l'anime en tout cas. Je crois que Light il ne sait jamais. Oui, en fait, c'est Light. C'est un Shinigami qui le fait, je crois. Oui, c'est ça, c'est le Shinigami de Misa qui meurt comme ça pour sauver Misa. Mais parce que Light fait une machination pour que le Shinigami soit obligé de sauver Misa parce que, machin. Et oui, c'est ça, il fait du chantage au Shinigami. Voilà. Et du coup, en fait, ça devient même plus, tu t'es vraiment juste en mode, ok, t'as été obligé d'en arriver là, t'es même pas capable d'obtenir par toi-même le nom de ton pire ennemi. Et en plus, il est hyper satisfait, il s'est vraiment présenté comme une victoire, alors que mais c'est pas une victoire, en fait. Parce que, au final, lui-même ne sait pas le nom de elle, genre. Oui, c'est vrai que c'est pas clair si Light apprend un jour le nom de elle. Non, en tout cas, peut-être qu'il l'apprend plus tard, mais à ce moment-là, en tout cas, tu te dis, c'est pas vraiment toi qui l'as tué, quoi. T'as juste manipulé quelqu'un pour le faire. Ouais, mais après, alors c'est très moche pour elle, mais je trouve que ça met bien en avant le fait que, indépendamment du Death Note, Light, son truc, c'est sa capacité à manipuler. C'est vrai, mais... Et que, on va vraiment faire toutes les références de Millennial, c'est terrible. Il y a pas longtemps, j'ai regardé Le Roi Lion avec ma fille. Et dans Le Roi Lion, dès le début, Scar, il est présenté comme hyper intelligent, il a des plans et tout, il met en place ses plans. Mais si tu regardes très attentivement ce qu'il dit, ce qu'il fait et ce qui se passe à la fin du Roi Lion, Scar est pas spécialement intelligent en fait. C'est juste que il ment à tout le monde tout le temps. Et à la toute fin, il se trouve que il essaye de mentir aux hyènes une dernière fois, mais les hyènes, elles l'ont entendu dire qu'il s'en foutait d'elle, et donc elles ne le croient pas. Et que c'est là que s'arrête le cycle de prise de pouvoir de Scar, parce que les gens comprennent qu'il ment.
Voilà. Mais il est pas si intelligent que ça. Il est juste un menteur compulsif. Et il se trouve que les gens le croient. Et Light, c'est pareil. Il est pas forcément si intelligent que ça. Le fait d'avoir des bonnes notes, spoiler alert, on n'a pas besoin d'être intelligent pour avoir des bonnes notes. Hein. Il suffit de bien comprendre comment ça fonctionne un système scolaire et on paye le coût, qu'il soit social ou économique, pour arriver au top de ce système, et on y arrive. Hein. Il suffit de voir les politiciens cons comme des balais qui ont des agrégations pour s'en convaincre. Et donc Light, c'est un manipulateur. C'est pas quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui manipule. Et il va jusqu'à se manipuler lui-même en effaçant sa mémoire, en redonnant le Death Note à un moment. Mais c'est ça qu'il fait. Il manipule tout le monde, tout le temps. Mais alors, je suis grave d'accord avec toi, mais je pense que là où moi ça fait que je n'adhère plus au personnage, c'est pas le fait qu'il soit pas intelligent et qu'il soit manipulateur, c'est que je trouve qu'il y a un moment où le scénario va tordre les règles qu'il a établies pour permettre à Light de continuer à manipuler, parce que en face, il est face à un personnage qui est beaucoup trop intelligent, parce que il est vraiment pour le coup très intelligent et très très doué. Et du coup, il y a un truc où en fait, au bout d'un moment, moi j'ai eu cette sensation que de toute façon, en fait, s'il était dans une impasse, il y aurait un ressort scénaristique, il y aurait un élément surnaturel qui serait là pour lui rendre service. Parce qu'il y a un truc qui est injuste quand même de base, c'est que ils se battent pas sur un terrain égal, parce qu'au début, et c'est ça qui fait aussi qu'on apprécie elle, c'est que il comprend très vite que c'est quelque chose de surnaturel, et il va avec les outils très réels et très humains qu'il a en sa possession, comprendre petit à petit qu'est-ce qui se joue en face, quoi. Et il commence à toucher du doigt le fait qu'il y a potentiellement des Shinigami, etc., mais sans réussir à vraiment saisir entièrement les règles, alors que Light, il a accès à toutes ces règles-là. Il arrive quand même à perdre alors que lui il a accès à toutes les infos, et il faut quand même que le scénario lui rajoute des trucs de ouais non mais en fait il y a d'autres Shinigami, et en fait les Shinigami ils peuvent aussi écrire le nom d'autres gens à ta place alors qu'à la base on avait dit que quand même ils le feraient pas, mais machin, enfin, et du coup il y a un peu un truc où ça revient sur ce que ça a dit parce que quand même ça nous arrange, et du coup en fait, c'est ça qui fait que moi, à partir de ce moment-là, vraiment, cette scène-là, ça cristallise vraiment le truc de, en fait, effectivement, Light est juste un manipulateur, et de toute façon, le scénario trouvera toujours des ressorts surnaturels pour qu'il puisse s'en sortir. Et donc là, je suis juste dans un truc de, ok, faites que ça s'arrête, parce qu'en fait, là, on va tirer sur la corde jusqu'à ce que ça devienne ridicule, quoi. Oui, c'est d'ailleurs ce qui se passe, puisque plot twist, le majordome de L finance des orphelinats à travers le monde pour élever des super détectives. Des mini L. Des mini L. Et donc, il y a plein de petits autistes qui apprennent à devenir des détectives à travers le monde. Génial. C'est génial. Et 5 ans plus tard, deux de ces orphelins surentraînés à devenir des super détectives, Nier et Melo, vont faire un peu comme dans Les Infiltrés de Coppola. Il y en a un qui va rejoindre la police et l'autre qui va rejoindre la mafia. Et chacun de son côté vont utiliser les méthodes qu'ils ont apprises dans l'orphelinat, inspirées de l'incroyable génie détectiviste de Elle, pour capturer Light, qui, en tant que Kira, est devenu une espèce de gouverneur suprême du monde. Monde dont on nous dit que la criminalité et les guerres ont été quasiment réduites à zéro. Ah, ça, il faudrait qu'on en parle quand même. C'est abordé dans le manga, parce qu'il y a un moment où les derniers membres de la Task Force qui continuent d'enquêter parce que les États-Unis veulent quand même trouver veulent quand même trouver Kira. Il y en a un qui dit ouais bon, c'est vrai que c'est pas bien ce qu'il fait, mais c'est vrai aussi qu'il y a plus de guerre et qu'il y a plus de criminels, quoi. Oui, c'est vrai que c'est dans l'animé quand même, il y a des membres de la police qui commencent à douter. Et c'est intéressant de voir ce doute, parce que
Parce que en fait, la question, elle est légitime. Quel prix on paye pour se débarrasser de la guerre? Est-ce que l'ascension de Light Yagami, sociopathe notoire, manipulateur, c'est un prix acceptable pour qu'il n'y ait plus de guerre sur Terre? C'est pas une question inintéressante. Oui. En fait, c'est ce qui est un peu dur, c'est que en vrai, Kira, il ne tue pas que les gros criminels, c'est qu'il tue tous les. Enfin, il y a quand même. Il tue aussi tout ce qu'il voit comme des obstacles sur son Oui, passage. c'est ça. Il tue déjà ça, et puis aussi même les criminels qui n'ont pas encore été. Enfin, il se limite pas aux gens qui ont été condamnés à mort. C'est ça le truc quand même. Il tue des gens qui n'ont pas encore été jugés. Et puis réseau de podcast d'énormes gauchias, hein, évidemment, mais on rappelle que les lois sont écrites par des gens. Les gens qui écrivent les lois, en général, ils sont socialement privilégiés, ce qui veut dire que souvent, les comportements sociologiquement justifiés des catégories défavorisées sont criminalisés. Et donc, c'est pas parce que quelqu'un est un criminel que c'est une mauvaise personne, et qu'on ne peut pas avoir une approche purement légaliste de la moralité. Ça n'a aucun sens, et ça a été démontré que ça n'a aucun sens, au moins depuis Spinoza au XVIIe siècle. Oui, mais c'est ça, c'est pour moi du coup Light c'est vraiment un gros facho quoi. Enfin, il y a un truc très eugéniste et il y a un truc très parce que au bout d'un moment en fait la criminalité certes elle baisse à zéro, mais en fait c'est parce que les gens ont peur. Et il y a même un truc où les gens du coup n'osent plus rien faire du tout. Enfin, il y a un truc très liberticide parce que tu te méfies de tout, parce que t'as peur d'être dénoncé, parce qu'après il y a des gens qui oui c'est ça, il y a un peu la délation et c'est hyper flippant quoi. Oui, bah d'ailleurs il y a aussi il y a toute une religion autour de Kira qui s'est développée parce qu'il y a un time skip de 5 ans. Ça c'est pareil, il y a un time skip après un gros événement et puis il y a des nouveaux personnages encore plus balèzes que les anciens qui apparaissent. Bah on est dans One Piece ou quoi? Light il revient, il a une énorme cicatrice sur le torse, on comprend pas ce qui se passe. Mais en plus, ce que je trouve un peu triste, et pour le coup, il me semble que c'est pas trop abordé, c'est que souvent, en fait, les arguments pour contrer l'idéologie de Kira, c'est, il y a une justice et il faut la respecter. Et du coup, tu viens de le dire, pour plein de raisons. Moi, je suis pas hyper d'accord avec le fait que juste, il y a une justice et il faut la respecter. Genre, moi, je suis plus un truc de, en fait, je suis anticarcéral. Donc, je ne pense pas non plus que la solution soit de laisser les gens aller en prison. Mais par contre, je suis pour dire que c'est pas parce que t'as commis un crime une fois ou plusieurs fois que tu vas recommencer toute ta vie. J'estime que les gens vont récidiver si on décide de les traiter comme uniquement comme des agresseurs, uniquement comme des criminels, et qu'on leur donne jamais l'opportunité de réellement se réinsérer et réellement devenir autre chose, quoi. Et sauf que en fait, Light Yagami, lui, il y a pas de notion de seconde chance, quoi. C'est vraiment juste t'as commis un crime une fois, bah hop, tu meurs et c'est finito pépito, quoi. Et donc tu te dis mais c'est affreux en fait. Enfin oui, c'est affreux, et en fait la graine de ce raisonnement-là, je pense que c'est quelque chose qui est accessible à la pensée de tout le monde. Où tu peux t'imaginer un individu imaginaire qui serait extrêmement nocif pour la société et que rien ne pourrait empêcher de nuire. Et là, tu te dis, ouais, si on est utilitariste, c'est bénéfique pour la société de l'exclure définitivement, et pour être sûr qu'il revienne pas, bah c'est bénéfique pour la société d'un point de vue utilitariste de lui ôter la vie. Mais ça, d'une part, ce raisonnement-là, même si d'un point de vue abstrait, on a l'impression qu'il se tient, bah ça pose la question de oui, mais qu'est-ce qu'on fait du bourreau après? Et puis en plus de ça, bah oui, c'est pas commettre un crime une fois, c'est pas la même chose qu'être une menace chronique et inarrêtable sur la société, quoi. Comme les Kira, par exemple, au hasard. Comme les Kira, à tout hasard, Par exemple. Il faudrait qu'il se regarde dans un miroir un peu, lui. Ah là là. Et qu'est-ce qu'il verrait? Il verrait pas la date de sa mort parce qu'il a pas pris les yeux du Shinigami. Eh oui, contrairement à sa meuf. Et je trouve ça hyper intéressant ce moment où les policiers doutent, parce qu'il y a aussi un truc qu'on nous montre quand même. Enfin, je trouve que pour le coup, il y a quand même une belle écriture des personnages secondaires, où tu vois vraiment tout ce qu'ils sont prêts à sacrifier, parce qu'ils sacrifient leur travail, mais ils sacrifient aussi leur vie de famille, leur santé physique et mentale. Enfin, ouais, il y a quand même un truc et ouais, c'est assez beau. Enfin, c'est assez beau. Non pas que le sacrifice, voilà, mais c'est assez bien écrit. Tu te dis ouais, c'est vrai que ça leur coûte.
Et du coup, ce moment de doute, il est hyper humain. Enfin, je trouve. Oui, et puis ça met en contraste à côté de ça le caractère parfaitement inhumain de Light, qui se prend pour un dieu, qui est traité par une partie de la société comme un dieu. Donc on voit que oui, c'est ça. Ils sont ça. Oui, t'as raison, c'est ça. Ça met en avant leur humanité. Et c'est ça qui va les sauver, parce que après de très pénibles enchaînements de plans, de contre-plans, de faux Death Note, de faux Death Note, je mets un faux Death Note dans le sac de machin sans qu'il le sache. Sauf que lui, il avait aussi mis un faux Death Note dedans, donc je me retrouve avec un faux Death Note, alors que je voulais prendre le vrai. Ah oui, non, mais en fait, je savais que ça allait être un faux. Et puis, il y a un moment où on révèle vraiment l'existence, je sais plus si c'est déjà là, ah non, c'est avant, on révèle vraiment l'existence des Shinigami. Il y a tout un moment où... C'est dans cette période-là, puisque le père de Yagami, à un moment, il prend les yeux de Shinigami pour essayer de trouver Kira. Ah, mais oui. Oh my god. Mais c'est vrai que le personnage du père aussi, enfin, franchement, Light, il est entouré de gens, je comprends pas comment, en fait, il peut avoir un cerveau aussi méchant. Alors, non, mais c'est hyper intéressant parce que c'est... Alors, est-ce que je tire le rideau un peu trop fort, mais c'est des trucs sur lesquels je me penche un petit peu vis-à-vis de la thérapie, sur est-ce que c'est possible d'être mauvais de manière innée? Bon, c'est pas clair, quoi. Est-ce que les comportements toxiques ce sont pas plutôt des troubles, des échos de mauvais traitements dont on n'arrive pas à se débarrasser, quoi. Oui, mais du coup, c'est ça qui est surprenant, quoi. Ouais, et du coup, le trope de la famille aimante parfaite qui génère un petit psychopathe, ouais, ça fait des histoires faciles à vendre à des studios, mais est-ce qu'on y croit vraiment? Pas. Mais je pense que du coup, c'est la grosse différence pour moi avec Breaking Bad, typiquement. C'est que le personnage il s'appelle quoi, Walter White? Non, j'ai pas regardé Breaking Bad en entier. Walter White, ouais. Il y a quand même un truc il fait ça parce que lui, il a un cancer et que, ok, il veut vendre de la drogue, mais c'est quand même pour mettre sa famille à l'abri. Il y a un truc où tu comprends, enfin tu peux te raccrocher à ça, tu peux t'identifier facilement à ce personnage. Au début, oui, mais oui, justement, en fait, Skyler lui reproche d'être hypocrite en disant ça, et dans un des derniers épisodes, il admet que ce qui l'intéressait vraiment, c'était d'être reconnu pour ses compétences, d'avoir du pouvoir, de gagner beaucoup d'argent grâce à ses compétences, parce que il y avait une blessure narcissique d'un deal avec des amis de la fac où eux ils ont monté une entreprise où ils sont devenus très très riches, et Walt il s'est un peu fait arnaquer à ce moment-là, et après il est prof de chimie dans un lycée public et il a des problèmes d'argent, quoi. Ouais, et donc, mais ça reste une raison qui part de lui, et qui part de ce qui s'est passé. Alors que là, dans le cas de Light, tu comprends pas, dans son histoire, tu comprends pas ce qui fait qu'il a besoin de faire justice lui-même et d'avoir ce pouvoir et d'avoir cette sensation d'être un dieu, quoi. Tu comprends pas d'où ça vient. Et c'est ça qui fait que le personnage devient plus crédible. Ouais. Ça tient pas debout parce que le truc c'est que un méchant qui est juste méchant et c'est pas clair de pourquoi il est juste méchant, un peu comme Palpatine dans Star Wars, ça peut marcher, mais ça peut pas marcher dans une histoire qui va être du thriller psychologique. Si tu vas au fin fond de l'esprit de quelqu'un, il est méchant parce qu'il est méchant, ça marche plus. Bah oui. C'est pas pour défendre à tout prix l'idée que tous les méchants doivent avoir une tragic backstory, mais là ça tient pas debout, quoi. Mais c'est surtout qu'en plus ça aurait pu être effectivement un truc intéressant à explorer plus tard, quoi. Quitte à ce que ça soit au début, lui on pense qu'il est juste méchant parce qu'il est méchant, et ça suffit en fait pour le début du manga. C'est pour ça que je pense que le début se tient aussi bien, c'est parce que t'as pas besoin de plus. Mais quand ça part aussi loin et que ça prend des proportions énorme, alors qu'en plus on comprend définitivement à partir de la mort de Elle que en fait Light je pense que t'as raison, ça marque un tournant où on se dit ok, c'est pas un mec intelligent, c'est un manipulateur.
Et en plus, après l'ellipse de 5 ans, il dirige quasiment la task force qui cherche Kira, et du coup tu comprends qu'on est juste dans un jeu de mascarade où lui il fait semblant d'être un policier, et du coup il devient juste ridicule tout le temps parce qu'en fait il est en train juste de ralentir une enquête pour éviter de se faire capturer. Enfin, et il devient complètement juste ridicule, et en fait il fait même plus son taf de Kira puisque ça se fait tout seul, puisque maintenant les gens, enfin il y a tellement une mythologie autour de lui que les gens ont, et puis surtout il y a le X Kira qui est un gars qu'il a choisi pour tenir le stylo et écrire lui dans le cahier. Il écrit même plus dans le cahier à ce stade-là. Oui, c'est ça. Mais du coup, tu te dis, bah justement, pendant ce moment-là, on aurait pu commencer à en profiter pour essayer d'explorer pourquoi, enfin, à quoi bon, en fait, pourquoi il continue même, genre, pourquoi il tue pas les gens de la task force, enfin, de quoi il a peur encore, genre, enfin... Et en plus, non seulement ça, mais il y a d'autres trucs qui tiennent pas debout. C'est abordé un tout petit peu, mais X Kira, pourquoi il a encore besoin de Light Kira? Oui, c'est clair. Il le trahit pas. Il pourrait le trahir, ça aurait du sens. C'est moi qui ai le pouvoir. Qu'est-ce que j'en ai à cirer de toi maintenant? Tu m'as donné le cahier. Je sais comment il fonctionne. C'est bon, hein. Eh gros, ça y est. Ouais. Et non, à la place, on va avoir une histoire de faux Death Note, de faux Death Note. Un truc qui m'a vraiment saoulé quand je l'ai lu. T'as Jean-Michel de la Task Force. Moi, on les soutient et tout. On apprécie leurs efforts et leurs sacrifices. Mais même dans une culture du travail aussi rigide et aussi sévère qu'au Japon, imiter parfaitement l'écriture de quelqu'un et refaire 4 ans d'écriture dans le cahier en une nuit, je n'y crois pas. Ils refont un faux Death Note identique en une nuit. C'est là où ça devient un peu un cartoon, en fait. Oui, ça devient du cartoon. Parce que ils sont dans le hangar, là, avec la Task Force. Light, il pète un câble, il dit, en fait, c'est moi, Kira. Allez, X Kira, tue-les tous. Et X Kira, il écrit dans le Death Note, mais il se passe cut parce que c'est un faux, parce que ils ont fait un faux Death Note en une nuit. Bon, ok, si tu veux, quoi. Ouais, ça c'est... Et là, dans le manga, je pense qu'on a le jugement final des auteurs sur Light. Parce que il est à genoux, il pleure, il supplie Ryuk de tuer la Task Force. Oh wow. Ah oui, ok. Je me souviens plus de... Enfin, vas-y. Dans l'animé, il prend une balle dans l'épaule, il s'enfuit, il est sur un escalier. C'est pathétique un peu, quoi. Enfin, moi j'ai vraiment j'ai des frissons de cringe quand je repense à la fin. C'est pire dans le manga. C'est pire dans le manga parce qu'il est vraiment à genoux en train de pleurer, quoi. Ouais. Et donc c'est ça. En fait, le gars, il est pathétique, c'est un manipulateur. Il a rien accompli dans la vie à part tuer des millions de gens, et il pleure pour avoir le droit de continuer à tuer des millions de gens, quoi. Et Ryuk lui dit, est-ce que tu te rappelles la première chose que je t'ai dit quand on s'est rencontrés, Light? Je t'ai dit qu'un jour je te tuerais, et c'est aujourd'hui. Et il écrit le nom de Light dans le Death Note, et Light fait une crise cardiaque, meurt, et c'est fini. Une fin que je trouve très peu satisfaisante, même si ça montre même si ça confirme que les auteurs sont conscients que Light est pathétique. Mais moi j'ai souvenir dans l'animé, je sais plus ce qui m'avait dérangé, mais parce que je me souviens vraiment que là il y a un truc de... Mais en fait je pense que c'est parce qu'ils ont fait trop traîner en longueur avant. J'y viens. En fait, la fin, je trouve que c'est bien d'avoir une fin où il est pathétique. Parce qu'ils l'ont tellement dressé à un stade de c'est un dieu, de oh là là, on commence à douter parce que quand même il y a plus de crimes dans le monde grâce à lui, je sais pas quoi. Et du coup je trouve ça bien quand même de un peu l'humilier, quoi, à ce moment-là. Mais je me souviens que dans l'animé il y a des plans, enfin il y a des trucs, justement il y a son autre Kira là, celui qui écrit dans le X Kira qui écrit dans le cahier. J'ai limite le souvenir que t'as un plan avec la porte entrebâillée et c'est limite s'il passe pas la tête par la... Enfin il y a un truc presque goofiesque de comment ça se passe, de hi je me frotte les mains pendant que en fait il y a le méchant qui a le cahier qui est en train d'écrire vos noms. Enfin tout est mis en scène d'une façon qui est vraiment ridicule. Et il y a quand même un peu pseudo, un truc, moi j'ai vraiment ce plan en tête de quand effectivement il meurt dans l'escalier dans l'animé,
et il y a un peu la lumière qui tombe sur lui, il y a un côté un peu presque angélique ou un peu christique ou je ne sais pas, tu vois, qui fait un peu mais pourquoi vous faites ça maintenant, enfin, et la résolution en plus elle est très insatisfaisante parce que comme tu dis ça repose sur un truc de haha on a fake un cahier dans ton dos en une nuit, tu l'avais pas vu venir, ben non effectivement personne ne l'avait vu venir. Personne l'avait vu venir, je suis pas sûr que la veille de l'avoir écrit le scénariste l'avait vu venir. Ouais c'est ça, je pense que même les auteurs effectivement ne l'ont pas vu venir. Et je pense que de toute façon, c'est trop tard pour le rendre pathétique à ce moment-là, parce qu'en fait, ça fait déjà depuis la mort de Elle qu'il est pathétique en fait ce personnage. Et donc on n'en peut plus quoi. Genre, on est juste en mode oui, parce que la mort de Elle était pas satisfaisante comme t'as dit. Ben oui. Et mais justement, bah tu vois, on va pouvoir venir à ma hot take. Je pense que on peut réparer la fin de Death Note et justifier toute la deuxième partie en changeant presque rien. Je pense que la fin de Death Note, en tenant compte du fait que tout le reste est arrivé avant, serait beaucoup plus satisfaisante si, à l'issue de cette confrontation dans le hangar, Light, il gagne, il tue toute la Task Force. Une fois que la Task Force est morte, il tue X-Kira, et il est vraiment en mode, il rigole comme un maniaque, parce que ça y est, il pense être devenu le maître du monde, et que, à ce moment-là, alors qu'il pense avoir gagné, alors qu'il pense qu'il y a plus d'obstacles sur sa route, à ce moment-là, Ryuk lui dit « Bon, bah, on s'est bien amusé, je vais écrire ton roman de Death Note maintenant, salut !» Ouais. Si, bah ouais. Tu vois, plutôt que de le faire pleurer à genoux pour qu'on comprenne qu'il est pathétique alors qu'on le supporte déjà plus depuis la moitié du manga, bah, on va au bout du truc. Enfin, j'ai l'impression que ça aurait plus de sens par rapport à ce que ça raconte aussi. Surtout que à ce moment-là, en fait, on n'est plus du tout avec lui. Enfin, moi, j'ai vraiment le souvenir de. En plus, on nous a vraiment rendu sympathiques les autres personnages. Alors, je parle pas de Nier et Melo parce que de toute façon, je crois que Melo est déjà mort, mais Nier est désagréable au possible et pas très intéressant. Enfin, de toute façon, c'est une pâle copie. C'est une pâle copie mal écrite de Elle. Oui, c'est vraiment le L de Wish, quoi. Voilà. Et à la limite, moi, j'ai de la sympathie à ce moment-là pour les membres, les anciens policiers qui font partie de la Task Force. Et du coup, j'ai éventuellement un truc de j'aimerais pas qu'ils meurent. Donc, je suis d'accord avec toi parce que si Light tue ces personnages-là, à ce moment-là, moi, je en tant que lecteur, spectateur, je n'adhère plus du tout au personnage et je suis même désespéré. Je peux être dans un truc de non, putain, il a gagné. Ouais, tu te dis oh non, ça finit mal. Voilà, c'est ça, tu te dis mince, il a gagné, et en fait, effectivement, retournement de situation depuis le début, tu joues avec des forces, en fait, enfin, tu joues avec un pouvoir que, le seul talent que t'as, c'est un pouvoir qui n'est même pas le tien, en fait. Ouais. Et donc, il est juste que ce pouvoir-là te tue au moment où tu t'y attends pas, où tu penses que t'es le meilleur. Et surtout qu'en plus, en tant que Shinigami, ça paraîtrait hyper logique, parce que pour Ryuk, s'il y a plus de conflit du tout face à Light, ce serait plus intéressant. C'est plus intéressant à regarder. Oui, parce que en fait, quoi qu'il arrive, Ryuk, il aurait tué Light soit quand il aurait été démasqué, soit quand il aurait gagné et sécurisé sa place de nouveau dieu du monde. Donc le fait que les auteurs soient pas allés au bout de ce que cette deuxième partie raconte, bah ça fait qu'on s'est tapé tous ces personnages désagréables et tous ces plans qui n'ont aucun sens pour voir Light pleurer à genoux devant Ryuk, bah ouais, ça fait chier quoi. Mais surtout qu'en plus, au pire, ils auraient pu quand même le faire pleurer à genoux, tu vois. Parce que s'ils se rendent compte que Ryuk veut le tuer. Enfin bon. Oui, c'est ça. Ils auraient pu le rendre pathétique après avoir gagné. Ça aurait été, enfin, je sais pas, je trouve que ça aurait été plus fort. Carrément. Oui, carrément, parce que là, pour moi, ça devient juste, en fait, une très lente descente aux enfers. Cette deuxième partie. Ouais, c'est ça. Mais pas pour les bonnes raisons, quoi. C'est pas... Oui, pas pour les bonnes raisons, et qui va bizarrement pas dans le sens des choix qui sont faits jusqu'à ce point culminant. Ouais. Donc voilà, c'est comme ça que je réparerai la fin de Death Note. Si vous voulez me contacter comme script doctor, n'hésitez pas. Et c'est marrant parce que moi je pensais que t'allais parler justement du coup de la mort de Elle. Et que potentiellement, est-ce que en fait en ne tuant pas Elle, ou alors enfin tu vois, en fait moi ce qui me chagrine vraiment sur cette deuxième partie, c'est vraiment les personnages de Nier et Melo. Ah oui, non, ils sont insupportables. Mais tu vois, justement, moi j'ai l'impression qu'on peut
on peut rendre cette deuxième partie justifiée Oui. en changeant 2 pages. Oui, c'est clair. Donc c'est pas un gros changement, quoi. Non. C'est ça que je trouve dommage. Éventuellement, ce que ça veut raconter, c'est que, en fait, je pense que peut-être que les auteurs du manga se sont trompés sur ce qu'ils racontaient, mais j'ai l'impression qu'il y a presque Ce sera pas la première fois. il y a presque un truc de, eux, ce qu'ils ont voulu, c'est la victoire des humains sur Light Yagami, alors que on sait que Light Yagami, c'est un humain. Enfin, il y a un peu un truc de... J'ai l'impression que ta fin, c'est ce qu'elle propose, c'est de rappeler, en fait, Light Yagami n'est qu'un humain comme les autres, au final. Alors que j'ai l'impression que la fin actuelle... Alors qu'il y a un policier de la task force qui est capable de refaire tout un Death Note en une nuit, donc Oui. bon, niveau Je humanité, sais pas, voilà. peut-être qu'il était, peut-être scribe dans une autre vie, je ne sais pas. Dans une vie antérieure, ouais. Mais alors que là, cette fin actuelle, je trouve qu'elle va au bout de l'idée que Light n'est plus humain. Et enfin, je sais pas comment dire parce que je trouve que ça se trompe dans les antagonistes. Et c'est pour ça que moi j'ai du mal avec les personnages de Dir et Melo, c'est qu'ils viennent continuer à appuyer un truc de il faut forcément un humain pour faire face à Light Yagami. Mais en fait, Light Yagami est un humain. Ce n'est pas une histoire d'un combat contre les dieux de la mort contre les humains. C'est Oui, tout juste à fait. comment un humain avec des pouvoirs surnaturels devient complètement débile. Oui, ouais, c'est ça. Et comment ça réveille ses pires instincts, comment ça va le pousser à devenir encore plus manipulateur. Et à la limite, j'aurais trouvé ça même plus intéressant si on avait eu, c'est peut-être un peu poussé, mais genre, j'aurais préféré avoir un truc de elle avait prévu qu'il allait mourir et il a anticipé des directives, machin, ou alors il a suffisamment, les autres ont suffisamment hérité aussi de ses connaissances, tu vois. Oui, bien sûr, mais là, ça... Et là, ça change trop de trucs, ça effectivement. ça change plus de trucs, c'est un plus gros changement. Non, mais je trouve que Et ça ferait... Ouais, vas-y. Non, je trouve que ta solution de fixe, de réparation est efficace en termes de budget aussi. Je pense que c'est jouable. Je pense qu'on peut même mobiliser des gens pour faire un épisode. Juste un épisode de voilà, série, c'est ça. En termes de budget, ça va. Moi, je suis cost efficient. Je comprends bien que l'argent magique, ça n'existe pas. Mais oui, après, le meilleur manga aurait été le manga où Light réussit à trouver le nom de Elle par lui-même, tue Elle, et soit ça s'arrête là, soit Ryuk tue Kira à ce moment-là, et ça s'arrête là. Et encore que, tu vois, je suis même pas sûr. Enfin, je pense que... Parce que je trouve ça intéressant, l'analyse que tu dis de la mort de Elle permet de montrer que Light, c'est juste un manipulateur. Et du coup, à la limite, il faudrait l'adresser plus frontalement. Et j'ai l'impression, moi, dans mon souvenir de l'animé, j'ai l'impression qu'en fait, l'animé assume jamais le fait de... En fait, c'est ça qui me met mal à l'aise. C'est que, au bout d'un moment, dans toute la deuxième partie, l'animé présente un personnage qui est pathétique, mais sans que ce soit vraiment conscient. Ouais, ils se rendent pas compte qu'ils sont en train de le présenter comme pathétique. C'est ça, j'ai l'impression qu'ils essayent de continuer à faire si, regardez, c'est encore Death Note et c'est encore cool et c'est encore un personnage, vous avez trop envie qu'il perde. Si. Genre vraiment, arrêtez. Maintenant, je veux qu'il meure. Je veux qu'il meure vite. Je veux qu'on arrête, on abrège mes souffrances quand je regarde cette série. Et je veux que ça s'arrête vite et bien. Et là, j'ai l'impression qu'ils essaient de continuer à faire, si, c'est comme le début. Ben non, ça peut pas être comme au début. Parce qu'en fait, vous avez tué tous les trucs intéressants. Et voilà, c'est pas grave. Mais assumez qu'en fait, ce personnage n'est pas cool. Et c'est ok. En fait. On veut juste que il meure bien. Oui, ça, c'est, dans Spider-Man 3 de Sam Raimi, quand Peter Parker avec le symbiote, il est super cringe et il est filmé de manière cringe et tout le monde trouve qu'il est cringe. Exactement ça. Il lui faut juste une mèche, il faut juste mettre une mèche devant les yeux de Light Yagami et voilà. C'est bon. Alors il y a déjà une bonne grosse mèche, mais ouais, mais il faut qu'il danse un peu. Effectivement. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est dur. C'est dur. Donc, notre recommandation, je pense que tu vas être d'accord avec moi. Lisez Death Note jusqu'à la mort de Elle. Et puis ensuite, vous faites, soit vous passez à autre chose dans votre vie, soit vous faites une fanfic. Ce sera pas pire que la deuxième partie.
Ouais. Sinon, vous pouvez participer au crowdfunding qu'on va sortir après cet épisode pour financer la réalisation d'un dernier tome et d'un dernier épisode pour faire la vraie fin. Voilà. Là, vous allez voir comment on fait. Bah, en tout cas, Maëlo, merci beaucoup de m'avoir accompagné pour cette hot take. Et bah, avec plaisir. Je vous rappelle que Hot Takes et Slow Burn est un podcast Studio Carton C. N'hésitez pas à vous rendre sur studiocartonc.fr pour voir toutes les autres émissions du réseau, dont notamment C'était mieux dans le livre, un podcast cinéma. On peut te retrouver ailleurs que dans C'était mieux dans le livre ou c'est le principal endroit où on te retrouve? On peut me retrouver sur Blue Sky, Instagram de C'était mieux dans le livre. On peut me retrouver sur mon propre Blue Sky, malotru, malotru.e à la fin. Où je fais pas grand chose. J'écris des trucs des fois quand je joue à des jeux vidéo. Après, je vais sans doute poster plus de choses à l'avenir. J'essaye d'avoir une com et une existence sur les réseaux, mais c'est encore. Je vous jure, je fais des choses, je travaille. Et personne n'en doutait. Mais ok, ça roule. Bon, et donc merci à toi d'être venu. On retrouve tous les mois C'était mieux dans le livre, un podcast cinéma. Merci à Paul pour le montage, merci à Vincent pour la voix au début de l'épisode, merci à Simon pour la musique du générique. Vous retrouvez la chaîne YouTube de Simon dans la description de l'épisode. Si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez soit rejoindre le Discord, soit envoyer un mail à hottext.slowburn@gmail.com. On se retrouve le mois prochain, et puis d'ici là, continuez d'ouvrir votre esprit en contactant des entités surnaturelles. Allez, salut tout le monde. Salut.